l'homme qui vraiment fait un gros boulot, est aussi l'auteur de ce livre que vous pourrez également trouver à la sortie. C'est L'éloge de la laïcité. L'auteur est ici à ma gauche. Il est en même temps président de l'association Égale. Il est ancien sénateur. C'est Gérard Delfaux. Son livre s'appelle Éloge de la laïcité. Et il va nous traiter maintenant du sujet, laïcité ou concordat. Il faut choisir comment sortir par le haut de l'équivoque proposition 46 du candidat Paul Nord. Gérard, tu vas parler. Merci Patrick, merci au comité Laïcité République de nous réunir aujourd'hui au bon moment et sur un thème fort explicite, la laïcité en acte. Vous me permettrez de dire sans aucune impertinence à l'égard de qui que ce soit que je traduis des paroles aux actes. J'ai pris en effet comme thème de cette intervention un sujet très général et fort mal connu que je traduis ainsi. Y a-t-il un risque concordataire en France, ou bien y a-t-il un risque que par le biais des accommodements raisonnables, si admirablement décrits il y a quelques instants, plus quelques coups de pouce législatifs venant de la droite et que laisserait passer la gauche, y a-t-il un risque que notre société se concordatise progressivement? Il faut que vous sachiez qu'il y a des universitaires brillants, bien informés, qui depuis de nombreuses années publient sur ce thème. Leur argument est d'ailleurs à peu près toujours le même. On ne peut pas continuer à vivre l'exception laïque française. Il faut regarder la société européenne et considérer que, sous des formes diverses, ces États de l'Union européenne reconnaissent, au sens juridique du terme, les églises et assez généralement les subventions. C'est d'ailleurs une présentation totalement tronquée, mais je n'ai pas le temps de le dire aujourd'hui, de la situation, ou plutôt de l'évolution de la situation européenne. Puisque l'Europe, comme le monde occidental en général, se sécularise, et qu'un certain nombre de pays prennent leur distance. Par exemple, le plus significatif, la Suède, qui a voté, après de longs débats démocratiques, en 2000, la sortie de la situation d'église d'État, s'agissant de l'église luthérienne, qui était inscrite dans la Constitution. Tout récemment, en mai de cette année, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, la Norvège a pris la même position. Donc, je ferme cette parenthèse, mais pour dire que ce dont nous allons parler, ce n'est pas un problème franco-français, c'est en fait un débat qui se mène à toute autre échelle. Et puis, il y a eu, non pas seulement dans les 5 dernières années, mais depuis 2001, un projet politique concordataire porté par Nicolas Sarkozy. Dès 2001, je raconte dans un chapitre je pointe tous les éléments et tous les événements qui jalonnent ce parcours. Dès 2001, dès 2002, quand Nicolas Sarkozy devient ministre de l'Intérieur, une série de gestes, c'est notamment la mise en place de la commission Machelon qui fournira l'argumentaire ensuite pour légitimer, entre guillemets, toutes les atteintes à la loi de 1905. C'est, nous n'oublions pas, le même Sarkozy s'opposant explicitement, alors qu'il est ministre de l'Intérieur, à 2 reprises au projet de loi porté par le président de la République, Jacques Chirac, en 2004, sur l'interdiction du port ostensible des signes religieux à l'école.
Et puis il y a évidemment le quinquennat avec une série de prises de position, une série de décisions en faveur de l'enseignement privé confessionnel, parce que c'est ainsi qu'il faut l'appeler. Il faut appeler les choses par leur nom, telles qu'elles sont. Et il y a bien évidemment, entre autres choses, les fameux accords du Latran préparés par les déclarations de Saint-Jean du Latran. Nous avions là un projet politique concordataire porté notamment par le Club 89 d'un certain Benoît Apparu, personnalité UMP. Nous avions un projet en bonne et due forme. Et c'est à ce moment-là, je rappelle ça non pas pour le plaisir de rappeler l'histoire, mais parce qu'il faut se resituer. C'est à ce moment-là que s'engage la campagne présidentielle ou la pré-campagne présidentielle. Et le candidat François Hollande, dans son discours du Bourget, très tôt, en février, annonce qu'il fera de la laïcité l'un des axes fondamentaux de sa candidature. Le discours du Bourget est suivi d'un certain nombre de déclarations qui vont dans le même sens et qui émaillent toute la campagne. Et évidemment, les laïcs, et pas seulement à gauche, car il y a des laïcs républicains à droite, les laïcs se réjouissent. Et ils se disent, nous allons franchir une étape décisive pour réaffirmer, je ne dis pas volontairement revenir, je dis réaffirmer les principes de la loi de séparation. Et puis voilà, la catastrophe, la proposition 46, quand le candidat Hollande, j'ai pris les textes officiels, précise ses intentions, diffuse son programme, sous le titre « Je veux défendre et promouvoir la laïcité », titre impeccable, défendre c'est bien, promouvoir c'est évidemment beaucoup mieux. Il écrit textuellement « Je proposerai d'inscrire les principes fondamentaux de la loi de 1905 sur la laïcité dans la Constitution ». La phrase de la loi de 1905 jusqu'à la Constitution est écrite en rouge pour bien signifier que c'est un engagement formel. En insérant à l'article 1er de la Constitution un deuxième alinéa ainsi rédigé, je cite, « La République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et respecte la séparation des églises et de l'État, conformément au titre 1er de la loi de 1905. » Joie immense, sauf que suit la phrase suivante, l'incidence suivante, mais lourde de conséquences, sous réserve des règles particulières applicables en Alsace et Moselle. Et voilà comment naît ce monstre juridique, ce risque politique majeur et cette impossibilité constitutionnelle. Car constitutionnaliser l'article 1er confère vite. Nous préférerions dire le titre 1er de la loi de 1905, c'est ce qu'attendent non pas seulement les laïcs au sens de militants engagés, mais c'est ce qu'attendent, nous le savons, maints sondages d'opinion, d'enquêtes sérieuses l'ont montré, une très grande majorité de Français. En revanche, vouloir introduire dans le même temps, dans la Constitution, la référence à ce que j'appelle et ce qu'il faut appeler le statut dérogatoire culte, c'est d'abord une impossibilité constitutionnelle. Comment peut-on mettre un principe dans la Constitution et aussitôt après en nier l'application? C'est une impossibilité juridique. La loi de 1905, elle est faite, nous le savons, l'histoire nous l'a appris, pour abolir le concordat napoléonien. Elle l'abolit explicitement en disant la République ne salarie, ne subventionne, ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte dans l'article 2.
Et puis, quelle erreur politique majeure ce serait si l'on s'engageait dans cette voie, je dis sans dramatiser, qu'il y aurait une fracture profonde entre la plus grande partie de la gauche et les partis qui sont aujourd'hui au gouvernement et le président de la République. Je n'ose penser que cela pourrait être possible, mais je vais plus loin. Je dis que ça créerait au sein de la société française un tel traumatisme que nul ne peut savoir quelles seraient les conséquences. Évidemment, cela laisserait le champ libre à l'extrême droite et cela aviverait les décisions, la division des Français. Alors, à partir de là, et c'est ça l'objet, ce que je viens de dire, c'est simplement pour rappeler les éléments, à partir de là, que faire? D'abord, réaffirmer sans arrêt que nous attendons avec impatience que s'engage le processus de constitutionnalisation du titre premier de la loi de 1905. Il y a là un engagement formel, réitéré du candidat François Hollande, le président de la République, doit maintenant engager ce processus. C'est un processus qui peut se faire aussi bien par référendum que par majorité des 2/3 au Parlement, car si c'est seulement cela qui est mis en place, je ne vois aucun parti, et notamment, je ne vois pas, pour être explicite, un parti de droite s'y opposer. Ou alors, vous prendrez de lourdes responsabilités et ça reposerait des questions politiques majeures. Donc, engagez ce processus. Mais, en même temps, sortir du piège. Et c'est là, évidemment, l'objet essentiel du propos. Il se trouve que, publiant ce livre au moment de la proposition 46, à vrai dire, je venais de terminer, j'avais remis le manuscrit, l'éditeur m'appelle et me dit « Mais quand même, M. Delfaux, vous ne pouvez pas ne pas parler des engagements et de la proposition que vient de faire le candidat Hollande. » J'écris 2 pages et demie, je ne renie rien aujourd'hui avec le recul de ce que j'ai écrit, mais comme nous étions en pleine polémique, en pleine controverse, il y avait des universitaires notamment qui prenaient position contre la concordatisation, contre la constitutionnalisation du concordat. Il y avait aussi cet article rappelé par Patrick à l'instant, du sénateur-maire de Strasbourg, disant fièrement dans Le Monde « Je suis laïque et concordataire ». Il y a eu d'ailleurs depuis, hélas, une voix qui devrait être autorisée, celle du ministre de l'Intérieur, disant à peu près la même chose. Et donc, dans ce climat effervescent, je renvoie quelques éléments de mon livre à une association strasbourgeoise qui venait de prendre courageusement parti contre ce projet, et me trouvant à Strasbourg pour des raisons privées, je rencontre 2 ou 3 de ces militants qui s'étaient insurgés, qui s'étaient remobilisés. Ils m'expliquent leurs difficultés. D'ailleurs, c'était très touchant parce qu'au début, je devais voir 3 interlocuteurs, 3 personnes, et puis chaque jour, je recevais un mail, un coup de téléphone, mais si vous pouviez voir, etc. Bref, je vois un certain nombre d'associations. Et je vais à Metz d'ailleurs, parce que je voulais avoir aussi les 2 sons de cloche, et je finis par leur dire, mais au fond, demandez, prenez position collectivement, ils m'ont dit on va le faire, et demandez au collectif national laïque, qui fonctionnait déjà fort bien, et je salue au passage Jean-Philippe Marcovici qui l'a animé admirablement, et je salue Alain Simon qui aussi admirablement l'anime en ce moment. Je leur dis, adressez-vous au collectif national laïque, ce qu'ils ont fait. Et c'est ainsi qu'un 5 juillet au matin, alors que tout le monde pensait aux vacances, nous sommes partis 19 représentants des
toutes les grandes associations laïques, oui, toutes les grandes associations laïques, on va dire, à quelques exceptions près, certaines de ces personnalités sont dans la salle, et nous les avons rencontrées. Et c'est ainsi que nous avons commencé à dire ce que disait Patrick tout à l'heure et qui est très important. Nous ne sommes pas, nous laïcs, porteurs d'un discours de belligérance. Nous sommes porteurs d'un message pour sortir de la fracture actuelle, de la division actuelle, pour permettre à tous les citoyens d'Alsace, de Moselle, mais aussi de Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, etc., que soit mis fin le régime dérogatoire des cultes et que soit assurée la liberté de conscience. Que, tout simplement, la loi générale, celle de 1916, s'applique enfin sur cette République que la Constitution nous dit une et indivisible. Et ce discours a été admirablement reçu, il a été répercuté plus ou moins bien par la presse. Et revenant à Paris, nous nous disions il faut concrétiser. Et c'est ainsi que de nos multiples discussions, j'ai proposé une formule, elle a cheminé, elle a été encore hier améliorée par une proposition de Patrick. Nous sommes arrivés à la formule suivante. Il faut maintenant organiser la sortie graduelle, j'avais dit et négociée, Patrick a proposé, c'est une meilleure formule, concertée, des régimes dérogatoires. Et c'est donc cette position qui vient d'être réaffirmée par le collectif national laïque cette semaine, dans un courrier d'ailleurs, qui va être envoyé au président de la République. Nous disons aux autorités politiques, nous leur disons, il faut maintenant commencer à entrer dans ce processus qui sera une nouvelle preuve de la capacité de la nation française à évoluer avec son temps, à effacer les inégalités et les discriminations. Car, comme je ne cesse de le dire dans chacune de mes interventions, il faut bien voir en plus que la société française, comme la société européenne d'ailleurs, mais plus vite, a beaucoup évolué. Je ne cesse de rappeler ces deux enquêtes d'opinion, l'une du monde des religions, donc c'est le groupe Le Monde, donc pas suspect d'être du style laïcard, mais une enquête du même type faite par Mediapart montre que désormais, et quand je cite ces chiffres, non pas des militants avertis comme vous, mais quand je les cite dans des réunions, disons, où il y a des personnes qui sont moins attentives à ce débat, je rappelle et j'étonne en disant désormais 2/3 des Français se déclarent explicitement non-croyants, et parmi eux, une majorité se déclare aussi explicitement, si on leur pose la question, athée ou agnostique. C'est-à-dire que nous avons là une espèce de contradiction absolument insupportable entre l'évolution de la société française, la perte de légitimité des églises en tant qu'institution, et je distingue bien les églises des croyants, de la religion, tout simplement, je distingue bien les deux choses. L'évolution, donc, qui devrait conduire dans les meilleurs délais à cette évolution d'une réunification sur la base de la loi de 1905, alors que pour des raisons que nous pouvons comprendre, de difficultés peut-être de contexte économique, alors que pour l'instant, le pouvoir politique ne donne aucun signal. Alors moi, je le dis très simplement, je suis un homme, on le sait, paisible, je ne suis pas du tout un homme d'affrontement, mais je dis aujourd'hui, je prends l'occasion de dire aujourd'hui très simplement que si nous ne sommes pas entendus, alors en y mettant toutes les formes,
Le pouvoir politique peut, par exemple, nommer une commission, une personnalité, type commission Stasi, pour préparer les esprits, engager le processus. Il peut aussi s'adresser, les deux ne sont pas incompatibles, on l'a vu en 2004, il peut aussi s'adresser au Parlement pour nommer une commission parlementaire. Mais si nous n'engageons pas, s'il n'engageait pas ce processus, alors, je le dis très tranquillement, nous devrions nous poser la question d'en appeler à l'opinion publique, sous des formes qui resteraient à déterminer, qui seraient déterminées, bien sûr, par les grandes organisations laïques et le collectif national laïque qui prendrait une part prépondérante, mais nous devrions nous poser cette question. Pourquoi? Parce que dans ce contexte où la pression concordataire est importante, où le Conseil d'État en 2011 et 2012 vient d'émettre des arrêts qui contournent, le mot est faible, qui en fait refusent l'application de la loi de 1905, alors nous laisserions s'instaurer l'idée que finalement la République des accommodements raisonnables, qui ne serait plus là tout à fait la République, en tout cas la République française, aurait devant elle un avenir. Je lance donc un appel très simple à la mobilisation. Je sais bien que si vous êtes là, vous êtes convaincus. À l'explication. Il faut que nous allions rencontrer nos représentants politiques, de gauche et de droite, et que nous leur disions assez d'atermoiements, commençons à emprunter le chemin qui nous mènera à une France entièrement sous la loi de séparation des églises de l'État, c'est-à-dire à une France qui sera encore plus paisible et encore plus égalitaire. Merci.